Du coup, l'idée donc de ce midi, c'est de pouvoir parler du repérage et de l'orientation des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant de 0 à 3 ans. Euh, donc il y a plusieurs intervenants et je les remercie vraiment pour le temps aussi que ça a pris en termes de préparation. Donc des intervenants qui sont départementaux, voire locaux, pour que ça vous permette en fait d'identifier des professionnels un peu experts sur cette thématique-là. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui sur la CPTS Plaine et Marais? C'est parce qu'on avait fait déjà un premier temps d'échange au mois d'avril sur les besoins et les attentes des professionnels de santé et par extension de la population sur ce sujet, qui mettait en avant des difficultés d'accès aux soins, des délais d'accès aux soins qui s'allongeaient, des difficultés dans le repérage, notamment quels outils utiliser, des difficultés quant aux multiples documents à compléter, parfois très longs, et des difficultés aussi d'orientation, de connaissance en fait du rôle de chacun sur ce parcours de prise en charge. Pour introduire la notion de repérage précoce, je vais très rapidement vous proposer une définition du repérage précoce et puis des choses qui me semblaient. Alors, il me doit manquer. Voilà. Sur la prochaine diapo, vous allez voilà sur les repérer les signes d'appel. Déjà avant pour parler de repérage précoce, juste quelques définitions. Donc le repérage, ça consiste à repérer, observer, déceler un ou plusieurs signes inhabituels qui seraient susceptibles en fait d'indiquer une particularité dans le développement de l'enfant. Et pour cela, on va rechercher différents signes dans le repérage, des signes d'appel et des signes d'alerte. Très rapidement, les signes d'appel, en fait, ça correspond à un décalage dans les acquisitions par rapport à la population générale. On a deux grands signes d'appel sur lesquels on s'appuie, quel que soit l'âge. Si les parents sont inquiets, ça va être un signe d'appel fort. Et puis, si on observe une régression dans les habiletés, qu'elles soient langagières ou relationnelles. Par contre, si on veut pas être signe d'alerte, on va en effet, ça va nécessiter une évaluation beaucoup plus poussée pour préciser en fait si ces premiers signes d'appel qu'on a repérés sont ou pas des signes d'alerte. Donc, quand on parle de signe d'alerte, là, on va parler d'une déviation importante au niveau de la trajectoire développementale. Et pour rechercher les signes d'alerte, on va s'appuyer sur les compétences, en fait, qui sont attendues pour l'âge de l'enfant. Alors là, je vous ai mis un exemple. Tim ne fait pas de phrase complète de 4 mots. Donc, en effet, à 2 ans, c'est pas du tout considéré ni comme un signe d'appel, ni comme un signe d'alerte, parce qu'à 2 ans, c'est pas des compétences qui sont attendues pour l'âge. Par contre, plus l'enfant grandit, plus en fait, ça peut devenir un signe d'alerte. Donc, à 4 ans, déjà, je vous ai mis dans le orange, c'est que c'est la majorité des enfants à cet âge-là commencent à faire des phrases en fait de 4 mots. Donc, s'il y a une vigilance à voir si l'enfant qu'on accompagne n'en fait pas. Par contre, en effet, à 5 6 ans, là, c'est considéré comme un signe d'alerte parce qu'on a un écart important dans la trajectoire développementale de l'enfant. Et donc, ça sous-entend que lorsqu'on recherche les signes d'alerte, il faut bien connaître le développement de l'enfant. Parce qu'en effet, si on n'a pas de repère sur les grandes étapes de développement de l'enfant, on va pas pouvoir repérer les signes d'alerte. Ouais, il y a une petite animation. Animation. On va pas pouvoir repérer les signes d'alerte, ou en tout cas, ça sera plus difficile en fait si on ne connaît pas bien le développement de l'enfant. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Parce qu'en effet, est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsqu'il y a qu'un signe d'alerte ou pas? Là, je vous ai mis l'exemple de la marche. On sait que la question de la marche, c'est une variabilité très importante selon les enfants. Il y a des enfants qui marchent quelques-uns dès 9 mois, et puis d'autres qui vont être à l'aise au niveau de la marche à 17 mois, 18 mois. Donc, au niveau du développement de l'enfant, on va considérer que c'est un signe d'alerte à partir de 18 mois si l'enfant ne marche pas. Il y a un écart en fait dans la trajectoire développementale, mais un seul signe d'alerte ne va pas forcément nécessiter d'une prise en charge ou on va être plutôt dans la surveillance en fait. S'il y a seulement la marche, on va surveiller le développement moteur, mais en effet, si on a un cumul de plusieurs signes d'alerte, alors là, je pense que tu peux dérouler, ouais. S'il y a un cumul Bien sûr. de signes d'alerte et que l'enfant ne marche pas à 18 mois, mais à côté de ça, il y a des difficultés aussi au niveau de la motricité fine, il n'arrive pas à empiler les cubes, à côté de ça, il y a des difficultés de communication. Enfin, là, du coup, en effet, c'est le cumul de signes d'alerte qui va nous alerter, nous, en tant que professionnels de santé, pour orienter, en tout cas pour prendre en charge les difficultés de l'enfant. Donc, il y a 4 grandes dimensions du développement de l'enfant à observer. Donc, on retrouve la motricité, motricité globale et motricité fine. Donc ça, c'est Marine qui va vous présenter tout à l'heure les signes d'alerte en lien avec la motricité.
On retrouve le domaine de la communication et langage, et puis le domaine de la socialisation aussi, en lien aussi avec l'autonomie dans la vie quotidienne. Donc, c'est quatre dimensions qu'on va aller observer pour voir si en effet un seul signe d'alerte isolé, peut-être qu'on va juste surveiller, mais si on en a plusieurs dans différents domaines de l'enfant, de différents domaines du développement de l'enfant, là, on va orienter. Marine, est-ce que tu veux poursuivre? Donc, tout à fait, je vais pouvoir poursuivre ce qu'Amélie vient de dire par rapport à la motricité fine et globale. Et j'ai également apporté aussi le côté sensoriel, voilà, sur lequel il y a de plus en plus aussi de recherches et de points de vigilance à avoir concernant les particularités sensorielles. Donc, j'ai essayé d'être assez brève. Euh, donc c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête qu'il n'y a pas de variabilité et chaque enfant évolue à son rythme, mais qu'il y a quand même voilà, des âges, des points spécifiques du développement où en fait c'est là où on commence à regarder parce que l'enfant est censé avoir atteint certaines compétences en termes de développement psychomoteur. D'où l'importance voilà, d'être vigilant au signe d'alerte et de pouvoir faire un repérage précoce pour éviter les retards qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure. Donc, tout d'abord, pour la motricité globale, donc j'ai essayé de faire un petit peu par tranche d'âge, donc sachant qu'on est là actuellement sur les 0-3 ans. Euh, donc là, au tout début, j'ai abordé le 0-6 mois. C'est vrai qu'en signe de repère, on estime que l'enfant commence à pouvoir tenir sa tête, effectuer des mouvements symétriques avec ses membres inférieurs et supérieurs. Il peut commencer aussi à attraper ses pieds et à se retourner. Et donc, comme signe d'alerte, il faut être vigilant si on observe notamment une hypotonie qui est assez marquée ou au contraire une hypertonie excessive. Euh, Être alerté aussi s'il y a peu de mouvements spontanés, s'il y a des mouvements qui sont asymétriques avec un côté du corps qui est beaucoup, beaucoup moins sollicité que l'autre. Si l'enfant, par exemple, a toujours une tête penchée d'un côté, et s'il y a une absence en fait de redressement de la tête. Donc ça, ce sont des petits signes d'alerte qui peuvent voilà, être repérés assez tôt et donc sur la période de 0-6 mois. Ensuite, donc sur la période des 6-12 mois, donc c'est là où l'enfant en fait commence à réussir à se retourner, à tenir assis, il commence à vouloir se déplacer, donc ou en rampant, voire à quatre pattes, et il commence aussi à être en capacité donc à se mettre lui-même assis et à se hisser pour se mettre debout avec un appui. Donc là encore, sur cette période-là, les signes d'alerte, ce qui est assez euh, significatif, c'est lorsque l'enfant, à 9 mois, il n'arrive pas à, à tenir assis sans appui. Donc souvent, on peut observer des enfants qui sont avec un appui tripode, avec les mains au centre. Donc c'est considéré comme avec un appui. À 9 mois, il est censé pouvoir tenir assis sans appui. Ça peut être alertant aussi si l'enfant ne cherche pas à se déplacer ou s'il est encore dans la présence de réflexes archaïques. Ensuite, donc plus tard, sur la période des 12-24 mois, donc là, comme le disait Amélie tout à l'heure, donc il y a la marche qui est acquise, et donc souvent c'est avant 18 mois, et voilà, un peu plus tard, il commence à pouvoir monter et franchir des obstacles, des petits trottoirs, commencer à monter les marches, et en signe d'alerte, ça peut être le fait que l'enfant ne marche pas à 18 mois ou alors que la marche est très instable sur la pointe des pieds, que l'enfant chute fréquemment, qu'il n'arrive pas à prendre en considération en fait tous les éléments de son environnement et qui peut voilà très rapidement en fait se heurter à des obstacles et voilà présenter un manque d'équilibre important et surtout fréquent. Donc voilà, j'ai essayé encore une fois d'être concise parce que le temps est assez restreint. Mais voilà ce qui concerne la motricité globale. Et ensuite, un peu plus précisément sur la motricité fine. Donc j'ai un peu repris le même processus avec tout d'abord le 0-6 mois. Donc, ah oui, non, j'ai oublié les 2-3 ans. Ah bah dis donc, je vais aller plus vite que la musique.
Par rapport à la tranche d'âge donc des 2-3 ans. Donc là, au niveau des repères, il y a l'enfant est capable de courir, est capable de sauter, est capable de grimper, de pousser ou de traîner encore des objets. Voilà, il est très à l'aise en termes de déplacement et avec au niveau corporel, en tout cas, il est capable de franchir les obstacles et de se déplacer dans n'importe quel environnement sur terrain stable, sur terrain instable. Il a une aisance corporelle. Les signes d'alerte vont encore être une maladresse importante, des hésitations, le fait que l'enfant tombe très fréquemment, qu'il se heurte aux objets qui l'entourent, les difficultés aussi à coordonner ses mouvements. Voilà, dès lors qu'il y a des chutes fréquentes et des heurts qui sont assez fréquents, ça peut être des signes d'alerte. Donc maintenant, on passe à la motricité fine. Donc pour reprendre la même trame, donc au niveau des 0-6 mois, à cet âge-là, l'enfant est capable de commencer à suivre des objets du regard et à commencer à les attraper en prise palmaire. Les signaux d'alerte, donc l'enfant ne fixe pas les objets, il n'arrive pas non plus à les suivre et il n'est pas intéressé, ne cherche pas à commencer à attraper les objets. Donc ça peut être des signes d'alerte. Pour la tranche d'âge suivante, donc les 6-12 mois, à cet âge-là, Excuse-moi les si je peux enfants... te couper, Marie. Oui, Voulais juste faire une remarque. Moi, j'ai l'impression actuellement, j'ai des tout petits, là, des 0,6, je trouve qu'ils suivent pas bien des yeux du tout. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre plus tard qu'avant, c'est-à-dire 5-6 mois, ça y est, ils fixent l'œil de bœuf, et je me demande si c'est général, s'il y a d'autres collègues qui sont dans ce cas-là. Moi, je trouve que le suivi oculaire est moins bon qu'il était. d'accord. Si tu as des retours là-dessus, est-ce que c'est lié, on parle beaucoup des écrans, Oui, etc. J'en même, sais rien, même je ne fais pas une observation, généralité, mais même observation chez moi et chez Célia. Ouais, mais moi, j'avais pas de recul, alors que Oui. ouais, un peu plus. ok, bon, juste une interrogation, Mm. on verra bien plus tard. Ok, Et merci. puis d'écran. Bah, 0,6 mois, il n'y a pas d'écran normalement. Bah oui, mais pour la sollicitation, Donc ensuite, on va continuer par rapport à la tranche d'âge du 6-12 mois. Donc, durant cette période, donc encore une fois, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est sur la tranche d'âge, hein. On peut aller jusqu'aux 12 mois, là en l'occurrence, pour le suivi du regard, jusqu'à 6 mois. Voilà, ce sont des tranches d'âge pour donner une représentation. Donc là, sur la tranche d'âge du 6-12 mois, il y a le fait que l'enfant commence, donc réussit à attraper un objet, à se le faire passer d'un un objet d'une main à l'autre aussi. Donc, il commence à y avoir la notion de coordination. Euh, Vers 9-12 mois, donc c'est voilà, dans la deuxième partie de cette tranche d'âge, il commence à y avoir la pince fine, donc la pince index et venir aussi avec le majeur. Et en signe d'alerte, donc le fait qu'à 9 mois, il n'y ait pas de préhension volontaire et comme la motricité globale, le fait qu'il y ait une utilisation préférentielle d'un seul côté du corps. Là, si voilà, vous voyez que c'est vraiment que d'un seul côté où l'enfant attrape un objet ou autre, c'est là où on peut commencer voilà, à manifester des signes d'alerte. Donc, sur la période des 12-24 mois, donc l'enfant commence à construire une tour de cube, il est en capacité de tourner les pages d'un livre, il pointe aussi du doigt pour commencer aussi à s'exprimer, mais donc du coup le fait de tendre l'index et uniquement l'index, c'est possible pour lui. Et en signe d'alerte, donc le fait que l'enfant ne pointe pas, qu'il ait des difficultés à manipuler donc les petits objets. Donc là, quand on va commencer à solliciter les préhensions fines, cette difficulté-là. Le fait aussi que l'enfant, du coup, commence à être maladroit. Il fait tomber les choses. Même quand c'est son en prise globale, il est maladroit, il fait tomber les objets. Si vous observez aussi une hypotonie ou alors une hypertonie au niveau des membres supérieurs. Donc, sur la période des 2-3 ans, donc à cet âge-là, l'enfant commence à gribouiller, il commence à aligner aussi quelques objets, il est en capacité de les empiler, il arrive aussi à orienter pour pouvoir encastrer certaines pièces. Petit à petit, en fait, plus il va grandir et plus ça va être des pièces de plus en plus fines. Et il commence aussi à être en capacité d'utiliser ses couverts. Tout ce qui est la coordination est bien ancré et justement en signe d'alerte, ça va être le manque de coordination, donc œil-main, une mauvaise coordination bimanuelle, la maladresse qui est également retrouvée avec le fait de tomber les objets
de faire tomber les objets, et à nouveau une hypertonie ou une hypotonie bien marquée. Et donc, pour finir, je voulais aussi juste aborder très rapidement le côté sensoriel, parce que la sensorialité donc, fait partie vraiment de la base du développement et pour accéder aux apprentissages. Et donc là, on évoque principalement 7 sens. Donc, aux 5 qui sont largement connus, il y a aussi ceux, donc le vestibulaire et le proprioceptif qui s'ajoutent. Donc ça, c'est tout ce qui est la conscience de son corps, la position de ses membres, de ses articulations, la sensation de son corps au niveau articulaire et musculaire, mais aussi tout ce qui va être lié du coup à l'équilibre et donc la recherche de mouvement. Et donc, au niveau sensoriel, donc là, il y a de plus en plus de recherches et dans de nombreux diagnostics, en tout cas, on retrouve des particularités sensorielles chez les enfants. Et on peut, en fait, dès lors qu'il y a un déséquilibre au niveau sensoriel, ça peut être difficile pour l'enfant du coup d'accéder au stade ultérieur et donc accéder au développement sensorimoteur, perceptivo-moteur et à la cognition, l'intelligence, donc tout ce qui va être les apprentissages scolaires et les activités de la vie quotidienne. Et donc, en signe d'alerte, pour finir, donc c'est vrai que voilà, si vous pouvez observer donc au niveau des 0-12 mois, s'il réagit peu ou trop fortement au son, à la lumière, au Alors, toucher. attends, si je fais ça, Ouais, Célia, je pense que ton micro est ouvert. d'accord. J'ai un problème, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. Enfin bref. Donc, pour Excusez-moi, Marine, revenir, vas-y. pas de souci. Au niveau, donc, voilà, les signes d'alerte aux particularités sensorielles, donc les 0-12 mois, il y a aussi le fait qu'il sursaute souvent, qu'il est indifférent, ça peut être des enfants qui sont indifférents à leur environnement, qui n'aiment pas être portés, qui n'aiment pas être touchés, qui ne supportent pas le fait d'être changés aussi, qui ne supportent pas le contact avec l'eau, les temps de bain sont très compliqués à tolérer, il commence à y avoir aussi des difficultés d'alimentation. Ça peut être du coup des signes d'alerte. Au niveau des 1-3 ans, il peut y avoir aussi donc des enfants qui sont en recherche ou en évitement constamment donc de certaines sensations, qui se cognent ou alors qui ont des comportements un peu stéréotypés, donc de se balancer, de vouloir flapper un petit peu, battre des mains. Ça peut être des signes d'alerte. Ils peuvent éviter aussi certaines textures. Et là encore, on peut retrouver aussi les difficultés à s'habiller, à se laver, à se coiffer, ou encore des difficultés au niveau de l'agitation, parce qu'il peut y avoir aussi une recherche d'agitation très importante chez ces enfants. Voilà, j'ai essayé d'être un peu bref, c'est pas évident, mais voilà un petit peu pour la partie du développement moteur et des particularités sensorielles. Est-ce que ça évoque quelques questions? Non. En tout cas, si ça vous vient par la suite, je relayerai à Marine sans problème. Mélanie, est-ce que tu veux poursuivre? Oui. Oui, moi, ce que je voudrais surtout savoir, c'est le document à remplir. Et puis après, quand vous les voyez, le délai pour que vous les voyez et quels sont les intervenants dont aura affaire l'enfant. Est-ce qu'il va voir et le médecin et la enfin, et l'ergothérapeute et l'orthophoniste et enfin, je sais pas si je suis claire. On va voir. Ici, c'est clair, on l'aborde notamment aussi sur la fin du diaporama. Donc, je pense qu'on pourra Ouais. répondre à cette question un petit peu plus tard. Ok, merci. Eh bien, Mélanie, je te laisse poursuivre. Ok. Donc je suis Mélanie Sujevic, orthophoniste au Moutier-sur-le-Lait et je vais vous parler donc de la communication et du langage. Alors voilà, les TND, on peut les classer en 7 grandes catégories et donc moi ici je vais faire le focus sur les troubles de la communication. Donc on distingue 4 types de troubles de la communication. Je passerai rapidement sur certains puisque le webinaire porte sur les enfants de 0 à 3 ans. Et donc voilà, ce sont des âges où ces troubles peuvent être difficiles à dépister. Mais bon, ça ne doit pas empêcher d'accueillir les inquiétudes parentales et de proposer une première évaluation si nécessaire. Ça, je vais y revenir.
Donc la première catégorie, c'est le trouble de la communication sociale, donc qui se caractérise par des difficultés à utiliser le langage verbal et non verbal dans les interactions sociales. Son diagnostic est difficile avant 4 ans, tout simplement parce que les compétences sociales se développent progressivement. Hein. Les jeunes enfants, ils expérimentent encore la communication, le partage d'attention, les jeux symboliques. Les variations individuelles sont larges à cet âge-là, enfin dans cette tranche d'âge. Les signes spécifiques, par exemple des difficultés à adapter son langage, à respecter les règles de la conversation, comprendre les indices sociaux, ne deviennent visibles que plus tard. Donc avant cet âge, il est plus sûr de surveiller et de soutenir le développement social. Le diagnostic différentiel, alors souvent évoqué le trouble du spectre de l'autisme, mais ici il n'y a pas de comportement restreint ou répétitif. On a également les enfants qui peuvent avoir des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, de l'anxiété sociale ou un trouble du développement intellectuel. La deuxième catégorie de troubles du langage, de la communication, c'est le trouble de la fluidité verbale, donc le bégaiement. Donc là, c'est une perturbation en fait de la fluidité et du rythme de la parole qui n'est pas conforme à l'âge de l'enfant. Ça se manifeste par des répétitions ou des allongements, donc de sons, de syllabes, de mots. Il peut y avoir une tension physique et parfois il y a des mouvements associés, notamment le clignement des yeux, les mouvements respiratoires. Ce trouble, en fait, il débute la plupart du temps entre 2 et 7 ans, donc c'est une fenêtre large. La prise en charge précoce est fortement recommandée en fait pour limiter l'installation du bégaiement et répondre à la quiétude parentale. Surtout qu'il y a une amélioration très fréquente en fait lorsqu'on adapte lorsqu'on accompagne correctement l'enfant. Là encore, difficile de diagnostiquer un bégaiement avant 3 ans parce que le langage est encore en plein développement, donc les hésitations, les répétitions, les pauses sont fréquentes et normales en fait, parce que l'enfant est en train de développer son langage. Il a un vocabulaire limité, la production verbale est encore très variable chez les tout petits. Donc en fait, en résumé, avant 3 ans, il est plus prudent en fait de surveiller l'évolution, d'accompagner les parents pour en fait essayer d'éviter des comportements renforçateurs, par exemple, ce genre de choses. Et j'y reviendrai un peu après. La troisième catégorie, donc, c'est les troubles des sons de la parole. Ici, ce sont des difficultés à produire correctement des sons. Alors que ce soit dû en fait à une mauvaise maîtrise du son, donc voilà, un trouble articulatoire simple, ou alors une difficulté de coordination motrice. Le trouble articulatoire, c'est un son que l'enfant n'arrive pas à produire ou qu'il va déformer, alors que la difficulté de coordination, il peut par exemple parfaitement produire les sons, mais dans certains mots un peu plus complexes, ne pas réussir à les coordonner. L'exemple de pestacle, par exemple, voilà. Beaucoup d'enfants disent le pestacle alors qu'ils savent très bien dire un S, un P, etc. Mais c'est l'agencement des sons dans le mot qui est compliqué. Donc là encore, je me répète, mais le dépistage à 24 ans est délicat puisque, toujours pareil, le développement du langage est en cours, les erreurs de prononciation sont normales et transitoires et l'intelligibilité évolue rapidement entre 2 et 4 ans en fait. Donc en fait, en pratique, c'est l'intelligibilité très réduite qui doit alerter. À 2 ans, c'est environ la moitié du discours qui doit être compréhensible. Donc là encore, on surveille l'évolution et on alerte si l'intelligibilité est très faible ou si les difficultés persistent. Le diagnostic différentiel, pensez à la déficience auditive ou encore à des anomalies anatomiques. Par exemple, une fente sous-muqueuse qui serait passée inaperçue. Voilà, c'est des choses que moi je peux rencontrer dans ma pratique. Je continue avec la 4e catégorie, les troubles du langage. Là, je vais développer un peu plus. Les troubles du langage, ce sont des déficits dans l'apprentissage et l'utilisation du langage qui peuvent toucher la compréhension et ou l'expression, ils peuvent affecter le lexique, la grammaire ou le discours. Ici, les facteurs de risque,
c'est une absence de combinaison de mots à 2 ans, des problèmes de compréhension, peu ou pas de gestes de communication, une attention conjointe perturbée, une absence d'imitation motrice, des antécédents familiaux de troubles du langage oral ou écrit, et un faible niveau d'études des parents. Donc ça, ce sont les facteurs de risque. Donc les signes qui favorisent le dépistage, toujours l'inquiétude parentale, le décalage avec les attentes pour l'âge et les facteurs médicaux ou psychosociaux. Donc les critères diagnostiques, j'ai repris en fait ceux du DSM-5. Donc rapidement, en fait, on a des difficultés dans l'acquisition ou l'utilisation du langage. Le langage est nettement inférieur aux attentes par rapport à l'âge de l'enfant. Début précoce, avant l'entrée à l'école. Et ces difficultés ne peuvent pas être mieux expliquées par une déficience sensorielle, un trouble intellectuel, etc. Et important aussi, il y a un impact fonctionnel significatif sur la vie de l'enfant. Les diagnostics différentiels, toujours penser à la déficience auditive, aux troubles du développement intellectuel ou aux troubles du spectre de l'autisme. Ces troubles, ils sont présents dans toutes les formes du langage, que ce soit écrit, parlé ou signé. Et donc là, ça m'amène à faire petit focus sur le bilinguisme, puisque le trouble du langage, en fait, impacte toutes les langues auxquelles l'enfant est exposé. Donc là, on peut du coup faire des sous-diagnostics, puisque les difficultés de la deuxième langue sont considérées comme normales, ou au contraire un surdiagnostic, puisque les difficultés typiques d'un enfant bilingue sont interprétées comme un trouble. Donc là, les recommandations, c'est en fait ne pas éviter la langue maternelle, pour que l'enfant ait un bon modèle linguistique. Évaluer les 2 langues. Alors chez un enfant de moins de 3 ans, on sera plutôt sur en fait l'interrogation de l'environnement, des parents pour savoir si l'enfant est à l'aise dans sa langue maternelle ou pas. Et puis il y a des mesures un peu plus globales comme la répétition de non-mots ou la répétition de phrases, mais là qui sont utilisées chez des enfants un petit peu plus grands. Ensuite, j'en profite également pour faire une petite slide là sur les parleurs tardifs. Les parleurs tardifs, donc ce sont des enfants entre 2 et 4 ans qui présentent un développement langagier plus lent. Donc le critère, c'est qu'à 2 ans, l'enfant a moins de 50 mots et il ne combine pas les mots. Donc la prévalence, c'est entre 10 et 20% des enfants de 2 ans. Et c'est à risque, en fait, ces enfants sont à risque de difficultés langagières ultérieures. Voilà, le parleur tardif peut être un signe, en fait, primaire ou secondaire de TND. Donc le devenir de ces enfants, il y a 50 à 70% des parleurs tardifs qui vont rattraper, en fait, le retard de leur langage. Et on sait quand même que quand il y a un trouble de la compréhension, c'est quand même un bon prédicteur de difficultés persistantes. Donc en résumé, le parleur tardif, c'est un signal d'alerte précoce qui justifie en fait une surveillance régulière, même si tous les enfants ne développeront pas de troubles. Juste rapidement, je voulais faire un petit point sur les dénominations qui sont utilisées actuellement. Quand on parle d'un trouble du langage, des troubles du langage, il y a le trouble du langage. Donc ça, c'est le terme qui est utilisé dans le DSM-5. Et il y a le trouble développemental du langage. Et donc ça vient avec la slide suivante, sur le consensus Catalyse. Donc Catalyse, c'est un projet de recherche européen dirigé par Bishop, qui était centré sur les troubles du langage développementaux. Ses objectifs, c'était de mieux comprendre les troubles du langage chez l'enfant, de clarifier les critères diagnostiques et harmoniser la terminologie. D'où la promotion du terme, en fait, trouble développemental du langage. Un autre des objectifs, c'était d'évaluer l'impact fonctionnel et les besoins d'intervention. Donc, en résumé, Catalyse, c'est vraiment devenu une référence scientifique pour la recherche et la définition du trouble développemental du langage. C'est aujourd'hui le terme qui remplace quand on disait les dysphasiques, ou le trouble spécifique du langage oral. Aujourd'hui, on parle plutôt de trouble développemental du langage. Et donc, lors de ce
de ce projet, ils ont en fait listé des indicateurs de développement atypiques de la parole, du langage et de la communication. Donc moi j'ai repris ceux qui concernent la tranche d'âge. Donc à 1 an, pas de babillage, pas de réponse au son ou au langage, peu ou pas de volonté de communiquer. À 2 ans, les interactions sont minimales, il n'y a pas d'intention communicative, il y a une absence ou très peu de mots, une réaction minimale au langage parlé, une régression, une stagnation du développement langagier. Et à 3 ans, l'enfant ne comprend pas les ordres simples, la famille proche ne comprend pas la majorité des paroles de l'enfant. En termes de pronostic, plus le trouble touche de domaines langagiers, plus il est susceptible de persister. Et les signes de mauvais pronostic, ce sont en fait les signes d'alerte dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Les difficultés de compréhension, une absence de communication par geste, voilà, pas d'imitation motrice, des antécédents familiaux, etc. Alors, le rôle du médecin de l'enfant. Repérer les difficultés. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a le carnet de santé qui est plutôt bien fait avec voilà des repères développementaux. Pour dépister le trouble, une anamnèse qui va reprendre le parcours de sociabilisation, le contexte socio-familial, les antécédents, qu'ils soient personnels ou familiaux, un examen somatique, une évaluation des compétences cognitives dans le domaine concerné, voilà, voir le développement psycho-affectif et relationnel dans le contexte familial et social, pour pouvoir ensuite prescrire un bilan chez un professionnel de santé voilà, spécialiste ou un médecin spécialiste s'il y a une condition biomédicale. Et donc l'orientation en fait dans le parcours de soins, si la situation est simple, le diagnostic est clair, prise en charge par le professionnel de proximité, donc au premier niveau, ou alors une situation complexe avec soit des troubles multiples, il y a des comorbidités, un diagnostic difficile à poser, ou alors une réponse insuffisante à la prise en charge en première intention. Là, on va passer au deuxième niveau de recours aux soins. Je vais finir avec les outils de repérage. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive, hein. J'ai mis ce à quoi je pensais. Il y a les outils de repérage, voilà, où on voit de façon plutôt globale le développement de l'enfant. Donc il y a les grilles de développement du carnet de santé, il y a le questionnaire âge et étapes, là, le ASQ3, il y a le guide de surveillance du développement et il y a l'IDE, l'inventaire du développement de l'enfant. Un outil un peu plus spécifique, il y a l'inventaire français du développement communicatif, là, voilà, où on va vraiment interroger les parents sur le développement langagier de l'enfant. Donc, je vais juste conclure très rapidement. En fait, le rôle du médecin est essentiel dans le repérage précoce des troubles du langage et de la communication. Donc, c'est important d'accueillir et d'écouter les inquiétudes parentales, de surveiller l'évolution du développement langagier et de ne pas hésiter à orienter vers un orthophoniste pour une première évaluation dès qu'un doute persiste. Une orientation précoce n'est jamais trop tôt. Elle permet au contraire un accompagnement adapté et rassurant pour l'enfant et sa famille. Donc, j'en profite pour dire que les orthophonistes, maintenant, on peut réaliser ce qu'on appelle le bilan de prévention, où là, on va recevoir en fait les parents pour les écouter, leur donner des conseils adaptés et si besoin, après, voilà, une orientation vers une prise en charge plus poussée. Là, l'objectif de ce temps de prévention, hein, c'est pas de poser un diagnostic précoce, mais de soutenir le développement de l'enfant et de rassurer les familles. Moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est quand ils sont plus grands et en fait qu'ils vont à l'école et les parents nous les emmènent en disant la maîtresse trouve qu'il a une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie. Et, moi, personnellement, je ne connais pas grand-chose. J'ai pas de petits questionnaires type que je connais, dont je pourrais leur faire remplir et pour voir si en effet il y a un souci ou pas. Et c'est vrai que je suis toujours un peu embêtée parce que du coup, je leur fais une ordonnance pour l'orthophoniste. L'orthophoniste, dans le secteur, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y aurait vous auriez des aides là-dessus? Surtout Pardon? toutes les dyscalculie, dyslexie, dysorthographie. La maîtresse nous Alors, les enseigne, ils sont oui, 10. la maîtresse. Alors en fait, moi j'ai quand même tendance
à trouver que là, vu que les délais pour avoir des rendez-vous, je trouve qu'aujourd'hui, quand les maîtresses orientent, en général, c'est pas pour rien. C'est rare maintenant que je fasse un bilan de langage écrit, par exemple, où finalement il n'y a pas de trouble. Alors après, des outils de dépistage, là, j'en ai pas en tête. Je pense qu'il va y avoir le webinaire pour les un peu plus grands, là, les 3-6 ans. Et il me semble que ma collègue en parle, notamment pour les enfants qui sont en grande section CP avec les signes d'alerte, etc. Mais là, je les ai pas en tête. Mais voilà, ça peut se rechercher. Je pourrais toujours faire parvenir quelque chose. Et sinon, concernant les délais, donc c'est vrai que voilà, nous on est débordés de demandes parce qu'entre les enfants avec les troubles du neurodéveloppement, les enfants porteurs de handicap, les adultes, etc. C'est vrai que bon, c'est compliqué. Néanmoins, alors je suis pas un bon exemple parce que je l'utilise pas tellement, mais le bilan de prévention, surtout pour la tranche d'âge là, des jeunes enfants, je pense que c'est vraiment un réflexe à avoir pour pouvoir au moins rassurer les parents, proposer peut-être des examens complémentaires auxquels on n'aurait pas pensé en attendant une prise en charge orthophonique. Voilà, ça peut être une première solution. Quand vous parlez là du bilan de prévention, quel bilan de prévention? Bah, dans notre nomenclature, maintenant, on a ce qu'on appelle un bilan de prévention. Donc, en fait, c'est pas un vrai bilan orthophonique dans le sens où on ne fait pas de compte-rendu, de bilan, etc. Mais en fait, c'est un temps où on peut recevoir les parents et l'enfant pour qu'ils nous parlent de leurs craintes. On peut observer leurs interactions. Si il y a des choses qui nous paraissent, un petit peu enfin, qui nous alerte, là, on peut proposer un bilan plus approfondi. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir écouter la plainte et peut-être pouvoir donner quelques conseils pour éviter, des comportements qui seraient pas idéaux. Mais du coup, j'ai pas compris. On vous envoie en marquant bilan de prévention. Alors non, non, parce que en fait, dans les faits, ce bilan de prévention, c'est un peu compliqué. On n'est pas censé en fait savoir à l'avance si on va faire un bilan de prévention ou un bilan. En fait, on est censé recevoir les parents et décider si le simplement écouter la plainte et donner des conseils va suffire en disant ben, on peut se revoir dans 6 mois, ou alors on va se dire oh là on est dans un truc où il va vraiment falloir creuser plus et on va faire un bilan. Donc là, l'intitulé de l'ordonnance, c'est comme d'habitude, un bilan et rééducation si nécessaire. Mais alors dans ce cas, enfin, ça nous permet pas de raccourcir un délai et on aura du délai de toute façon pour vous avoir. Après, souvent quand les parents appellent pour avoir un bilan, on essaie un peu de tâter de tâter le terrain et de voir voilà si ça a l'air d'être une situation assez simple, etc. On peut essayer de les voir un peu plus rapidement. Et si on rajoute sur l'ordonnance justement situation urgente, Donc là, bah, si c'est situation urgente, je pense qu'on sera plus dans le bilan de prévention, mais vraiment dans un vrai bilan. Après, moi, honnêtement, alors dans la mesure du possible, ça m'arrive par exemple avec le médecin scolaire. Le médecin scolaire va m'appeler, il va me dire, bah là, cette situation-là, voilà, il faut essayer de voir l'enfant le plus rapidement possible. Bon, bah voilà, je le fais passer en priorité. mais il y a Donc en fait, malheureusement. Il y en a de moins en moins. Et moi, à titre perso, là, ma fille, le médecin de PMI, il n'y a pas eu de passage de PMI. On a eu un mot dans le cahier de correspondance en disant que la PMI ne pouvant pas venir, faudrait qu'ils voient avec leur médecin traitant. Bon, en tant que médecin traitant, super. Et puis, même, moi, je suis confrontée pour la grande, où la maîtresse se pose la question. Elle disait, oh, faudrait peut-être commencer à anticiper pour prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste parce que les délais sont longs. Et c'est vrai que moi, je suis un peu bloquée parce que je me dis, est-ce que vraiment il y a un souci? Il n'y a pas de souci. Et ça, des demandes, on en a plein. Des gamins qui viennent en disant, la maîtresse se pose la question s'il y a un petit peu. Et nous, là-dessus, mis à part faire bêtement notre ordonnance en disant, ben, enfin, bilan orthophoniste pour peut-être dyslexie. Enfin, moi, je me sens bête en tant que professionnelle de santé quand finalement je me retrouve à faire bêtement une ordonnance, mais que je suis incapable de. Alors, j'essaye de faire écrire. En effet, je fais une petite dictée aux gamins. Je sais les CP qui doivent dire 50 mots par minute, les CE1 60 75. Donc voilà, je leur
fait lire, hein, j'ai des textes, mais et donc en effet, si je vois qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, mais quand je vois qu'il y a un souci, je me dis, bon, puis vos délais sont longs, et c'est vrai que... Et on n'a pas envie de vous surcharger Pour rien. rien. Et des parents, quand vous dites les parents qui sont inquiets, moi, je suis parent, je suis super inquiète, beaucoup plus inquiète quand c'est mes filles que quand c'est les autres. Les autres, à 16 mois, ils marchent pas, je rassure les parents. Quand c'est les miennes, à 16 mois, qui étaient toujours un peu feignantes. Quand c'est les nôtres, alors il y a des parents, en effet, qui vont s'inquiéter au bon moment, mais il y a aussi beaucoup de parents qui s'alertent finalement pour pas grand-chose. Euh, C'est là voilà. où je Mais pense c'est vrai qu'il que si je faut, devais faire... c'est je disais compliqué. là, qu'il faudrait, un parent qui s'inquiète, je pense que dans un premier temps, rien que le fait de l'écoute, qu'il se sente écouté, et voilà, on peut peut-être déjà un petit peu diminuer l'inquiétude. Et puis comme là, vous avez cité de bons repères, là, l'histoire de la lecture de mots, selon l'âge, on attend tel ou tel nombre de mots par minute. Voilà, Et oui, ce sont des... mais quand on n'y est pas, quand on n'y est pas, parce que moi, euh, c'est ça, Quand on y est c'est... pas, du coup, c'est un signe quand même. Ok, donc on vous les adresse et sauf qu'on est sur des listes, Ouais, on appelle et... Mm. bah oui, là, j'ai pas de solution. Après, juste pour compléter, alors, on en parlera sur le webinaire des 3-6 ans, mais il y a l'échelle Identidis qui peut Mm. permettre peut-être de faire un premier état des lieux des difficultés rencontrées par l'enfant. Vous pouvez appeler cette échelle. Identidis, Identidys. Je vous Sur l'en... Internet, on retrouve Ouais. facilement. D'accord. Parce que je rejoins Elodie, Ouais. la plus grande difficulté quand même, c'est d'avoir des parents qui viennent parce que la maîtresse a dit Ouais, ça, qui eux, parfois sont dubitatifs. Et du coup, nous, c'est comment nous faire une idée de la situation. Est-ce que la maîtresse a raison de s'inquiéter ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'être scribouillard de la maîtresse et d'écrire tout simplement sur une Mhm. feuille bilan orthophoniste, quoi. Enfin non, ça me convient pas. C'est pas Mhm. possible. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on ait des outils pour se dire, oui, il y a un véritable problème, il faut l'adresser. Et sous quel délai? C'est-à-dire, bah, ça serait bien qu'il soit vu dans les 6 mois, ou alors ben, on peut encore, si c'est dans un an, il va probablement faire des progrès, etc. Enfin, c'est pas du tout la même chose pour un enfant, quoi. Enfin, et on est un peu livré à nous-mêmes, moi je trouve. Donc là, on a une idée d'un prochain webinaire pour des enfants plus grands, alors. Je pense qu'il y a une vraie demande Ouais. sur plutôt les troubles des apprentissages. Ouais. Mhm. Ouais. Les 7-12 aussi, en effet. Je vais reprendre la suite, que je vois le temps qui passe. Alors, Ouais. soit je vous garde avec moi un petit peu plus longtemps, soit je vais essayer d'être efficace. On a mis le lien vers le site Identidis. Oui, très bien, oui, j'ai vu. Ouais. Je souhaitais partager avec vous, dans le domaine de la socialisation, les grands signes d'alerte qu'on peut retrouver. Bon, toujours ce petit rappel, on s'appuie sur les grandes étapes du développement de l'enfant. Le bébé va développer des compétences dès les premiers mois de vie. Et donc, l'importance de bien connaître le développement des interactions sociales pour voir si on a un décalage ou pas dans ces compétences. Donc de 0 à 6 mois, c'est l'étape des premières interactions. Donc il y a différents comportements qui sont attendus, des sourires qui vont devenir de plus en plus social vers 6 8 semaines. Vers 2 3 mois, la sourire en réponse aussi. 4 6 mois, des réactions différenciées selon les personnes. Alors peut-être, je vais pas tout reprendre parce que ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement, notamment dans le développement de l'enfant. Puis je vois que on est pris par le temps, donc je vais peut-être plus m'attarder sur les signes d'alerte. Mais en effet, à 0 à 6 mois, si il n'y a pas ou peu de sourire social chez l'enfant, si le regard est fuyant, ou il réagit pas non plus à la voix familière, au visage de sa maman, un visage connu, ça va être des premiers signes d'alerte, en fait, très précoces, sur le versant de la socialisation. Ensuite, de 6 à 12 mois, on va aussi... de 6 à 12 mois, s'il répond pas à son prénom, en tout cas, il va pas se retourner à la patte de son prénom, ou il va pas y avoir de réaction lorsqu'on l'interpelle. Ça va être un signe d'alerte important sur cette période-là. S'il ne commence pas à montrer du doigt, s'il ne suit toujours pas du regard, l'imitation aussi, c'est une compétence qui arrive très naturellement chez l'enfant. À 6 12 mois, il va commencer à imiter des gestes. Si cette compétence, elle ne se met pas en place, ça va être également un signe d'alerte. Et puis s'il ne cherche pas à attirer l'attention de l'adulte.
Donc le signe comme le majeur, c'est entre 9 et 12 mois, l'absence de pointage. Ça, on sait que c'est une acquisition qui est très importante en socialisation. En fait, c'est comme ça que l'enfant commence à communiquer avec papa, maman. Il pointe un gâteau, il pointe quelque chose pour demander, mais aussi pour partager de l'intérêt. Et si ces compétences, elles tardent à se mettre en place, en effet, ça va être un fort signe d'alerte. Ensuite, de 12 à 24 mois, on va être plus sur une période de prise d'autonomie. Donc là, les signes d'alerte majeurs, ça va être pas de mots à 18 mois. Bon, là, on vient toucher le langage, hein. On voit bien comment ça intriqué. Tout à l'heure, c'est Marine qui parlait de poursuite oculaire. En effet, on va le retrouver dans la socialisation, parce que le domaine socialisation, il est aussi très dépendant de la communication, du niveau de langage, et puis également de la motricité. Si l'enfant ne manifeste pas d'intérêt pour les autres enfants, s'il n'y a pas de contact, toujours pas d'imitation, là aussi ça va être des signes importants. Et puis après, je vous ai mis quelques repères d'âge. Enfin, on sait qu'à 18 mois, on va avoir le début du jeu parallèle, et puis le début de la conscience de soi. Enfin, l'enfant va commencer à se reconnaître dans le miroir. Donc c'est pareil, c'est des phases où on est un peu plus vigilant dans le développement de l'enfant. Je vous propose ici, alors le M-Chat, souvent, c'est quand même un outil qui est connu sur le repérage. Il cible le dépistage de l'autisme. Il est validé pour les enfants entre 16 et 30 mois. Mais ça permet d'avoir différents signes. En fait, on va aller questionner la famille sur différents signes d'alerte, sur le comportement de l'enfant avec les autres enfants, avec papa, maman. Et puis, ça nous permet déjà d'avoir un entretien semi-directif, en fait, pour cibler les signes d'alerte. Donc, le M-Chat, il est accessible facilement sur Internet. On peut le télécharger. Enfin, j'avais mis le lien aussi, d'ailleurs, en bas. De 24 à 36 mois, on observe les premières relations sociales. Donc là, les signes d'alerte qui sont possibles, c'est l'absence de jeux symboliques. Ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement. Enfin, l'enfant, très naturellement, dès 2 ans, il va commencer à rentrer dans des jeux de faire semblant, donner à manger à la poupée, la câliner, la poupée pleure. Enfin voilà, on rentre déjà et les jeux symboliques sont de plus en plus élaborés. Donc ça va être un signe d'alerte important. Bon, si on observe de l'isolement, du retrait social, bien évidemment, et puis l'absence de langage ou d'interaction. Alors même s'il n'y a pas de langage, toute interaction ou communication non verbale, en fait, si ça se met pas en place aussi, ça va être des signes importants à prendre en compte. Ça, on peut passer assez vite, c'est le questionnaire IDE-ASQ qui a été aussi présenté par Mélanie, qui valide du coup de 1 mois à 5 mois et en effet il balaye beaucoup de domaines dont la socialisation. Il y a des signes d'alerte qui ne vont pas être spécifiques à un âge, des comportements qui peuvent être anormales, alors soit des enfants très très calmes, voire passifs, des réactions disproportionnées pour l'âge, de peur, d'anxiété, des pleurs excessives, des colères aussi. On va aussi aller observer les jeux en fait que l'enfant réalise. Est-ce qu'il y a comment il explore son environnement? Ça va être un indicateur pour comprendre et pour identifier des signes d'alerte. S'il y a la présence d'intérêts restreints, répétitifs, on touche aussi le domaine moteur. Et puis si dans les relations il y a un évitement en fait, un évitement du regard ou un évitement tactile, il veut pas être pris dans les bras, on note une rigidité. Ça aussi, ça va être des choses qui vont nous guider dans le domaine du repérage. euh, Rapidement une vignette clinique. Là, l'idée, c'est plus d'illustrer ce qu'a dit tout à l'heure Mélanie, en fait. En effet, le médecin repère un seul signe d'alerte ou plusieurs, mais dans le même domaine, ça va être, on va plutôt solliciter un niveau 1. Et par exemple, si il y a des signes d'alerte uniquement sur le langage, on va orienter vers l'orthophoniste qui va faire le bilan, l'évaluation. Mais il y a certaines situations où on observe un cumul de signes d'alerte dans plusieurs domaines. Alors notamment là, je vous ai mis l'exemple de Léa qui a 2 ans. C'est une petite fille. Donc lors de la consultation médicale, le médecin repère que son regard est fuyant. Elle désigne pas un ballon quand on le lui demande. Elle cherche pas son doudou. Elle dit pas encore 5 mots, elle monte pas du doigt. Enfin voilà, là on voit déjà il y a quand même beaucoup de signes d'alerte qui touchent la socialisation, le langage, la motricité. Et donc là, c'est tout l'enjeu en fait de pouvoir orienter vers les PCO qui peuvent coordonner en fait les soins. Donc parce que là, pour cet enfant notamment, il y a besoin d'avoir un bilan psychomoteur pour vérifier si les signes d'alerte, en effet, il y a un écart dans son développement psychomoteur, quel signe d'alerte on repère, quel écart aussi, essayer d'évaluer l'écart qu'on repère.
Un bilan en orthophonie aussi est tout à fait adapté en fait pour au niveau du langage, pour relever si c'est un retard ou pas. Et puis pour cette petite fille, en effet, c'était le cas. Et la PCO a ensuite orienté vers des bilans complémentaires auprès de structures de niveau 2 pour préciser le profil développemental, rechercher un éventuel trouble du neurodéveloppement. On va parler des outils, que je sais que il y avait la question tout à l'heure de comment vous faites, en fait, quels outils vous remplissez. Euh, Tu veux que je oui. passe sur les outils vers la fin? Bah, je vais dérouler et puis on va en parler Ok. après. On va faire dans l'ordre, sinon je vais m'y perdre. Alors désolée, je vais très vite. J'espère que mon discours est quand même assez clair et que je ne vous perds pas. Donc bah, l'enjeu du repérage, en effet, et puis l'importance de la consultation de repérage du médecin, elle est vraiment fondamentale en fait. Mais tout à l'heure, Mélanie, elle a dit, lorsqu'on a un doute sur un, où on repère des signes d'alerte sur le versant du langage, bah, c'est important d'aller vérifier au niveau ORL. Est-ce que pour explorer le diagnostic différentiel, est-ce qu'il y a une surdité, est-ce que l'enfant entend bien? Il y a l'examen visuel aussi qui peut être complémentaire. Le médecin va pouvoir utiliser des outils d'aide au repérage. Donc, pareil, je vais aller vite parce que Mélanie en a parlé, les items du carnet de santé. On a le guide de repérage de la PCO pour l'adressage vers les PCO, où là, vous allez retrouver tous les domaines qu'on vous a présentés et les grands signes d'alerte majeurs en fonction de l'âge. Et puis après, on a les outils tests de repérage comme le MChat. Enfin, on vous a présenté plusieurs là ce midi. L'examen aussi du médecin, ça va permettre aussi de recueillir les observations de l'école, les inquiétudes des parents, les observations des parents. Et en effet, là où tout à l'heure, il y a eu une intervention où le médecin disait, on n'est pas là que pour faire la prescription suite aux inquiétudes de l'école. Je suis complètement d'accord en fait. Enfin, votre regard, il est très important parce que notamment pour le diagnostic différentiel et pour pas passer à côté de quelque chose au niveau somatique. Donc cette consultation, elle va permettre d'identifier les signes d'appel, voir les signes d'alerte, et puis d'orienter le bon professionnel, enfin le professionnel qui est le plus adapté à répondre aux besoins de l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une consultation dédiée pour ça, les médecins? Oui, on en a une et moi j'avais correspondu avec la PCO et enfin ils m'ont envoyé tous les documents. Donc oui, oui, on peut faire ça et ça m'est déjà arrivé dans des situations un peu compliquées. C'était peut-être des enfants plutôt hyper turbulents, mal élevés aussi en grande partie avec maman solo. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc après, très rapidement, le guide de repérage, c'est une brochure qui est destinée aux médecins où vous allez retrouver les signes d'alerte en fait qu'on vous a présentés dans tous les domaines, motricité, langage et socialisation, en fonction de l'âge, d'une tranche d'âge. Et en effet, pour orienter à la PCO, il faut qu'il y ait plusieurs noms, mais dans au moins deux domaines différents. Si c'est que le langage, l'orthophoniste va pouvoir peut-être répondre aux besoins de l'enfant. Si c'est que la motricité, le kiné ou la psychomote va pouvoir aussi intervenir. Mais nous, l'idée, c'est vraiment, voilà, s'il y a plusieurs domaines d'impactés, la coordination via la PCO peut s'avérer nécessaire pour les enfants. Il y a aussi un biais d'argent. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà eu le Ouais. discours, ah ben oui, mais moi, je veux pas aller chez l'orthophoniste, il faut que vous me passiez la PCO, parce qu'à la PCO, tout est pris en charge. C'est vrai, c'est financé, en effet, c'est financé. Alors, Oui, par l'orthophoniste, du coup, c'est directement remboursé par la CPM, mais mais pour ça, c'est pas l'ergothérapie, l'ortho, la c'est je sais pas quoi, psychomotricité, la mais psychologue, c'est, ouais. Hum, ah ben, oui, ouais. oui, c'est entièrement financé par la BCO, en effet. Alors après, l'orthophonie kiné, ça pose moins de problèmes, mais en effet, dès qu'on rentre sur auprès de professionnels qui sont non conventionnés avec la CPM, en effet, après, si c'est vraiment en fonction des besoins de l'enfant, Et c'est objectivé par les besoins de l'enfant, de toute façon. c'est À la ça. PCO, vous accepterez pas un dossier, en tout cas une orientation vers des catégories pro qui sont pas prises en charge par la Sécu, sans avoir objectivé le besoin. Oui, c'est ça. Si on voit que l'orthophoniste peut être une première réponse à apporter avant de rentrer sur la PCO, en effet, on peut refuser le dossier. Hmm. Carnet de santé, vous le connaissez, je passe vite. On va retrouver, notamment dans le nouveau carnet de santé de janvier 2025, les items de développement tout en bas à droite et on va retrouver les mêmes items qui sont dans le guide de repérage des PCO. Et puis, je vous ai remis la HAS, bon, ça aussi, ça reprend notamment dans les recommandations de la HAS, il y a des pages, en fait, dédiées aux outils de repérage, et là, vous avez le listing, en fait, des tests ou des outils qui peuvent être, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, pour le repérage. Donc, en effet, si le repérage
suite à la consultation médicale, il est négatif et vous n'avez pas de suspicion de TND, bon, l'idée c'est de poursuivre la surveillance du développement de l'enfant. S'il y a un doute, ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, c'est de renouveler la consultation un mois plus tard. Et en effet, s'il y a un repérage positif, c'est de débuter les prises en charge sans attendre en fait le diagnostic. Parce qu'on sait qu'en effet, d'autant plus chez les 0-3 ans, le diagnostic, il va pas être pouvoir, enfin, on va pas pouvoir le poser sur cette tranche d'âge, mais il faut pouvoir débuter les prises en charge le plus rapidement possible. Après, on connaît les délais de certains professionnels, les enjeux sur chacun des territoires, mais bon, dans l'idéal, en fait, pouvoir commencer la prise en charge. Et ça va vraiment permettre d'identifier la trajectoire développementale de l'enfant et de voir si on était sur un simple retard. Et en effet, l'enfant va répondre aux interventions précoces et va progresser et pourquoi pas même rattraper la norme attendue pour son âge ou voir si on est dans le champ du trouble et en effet que les signes d'alerte ou en tout cas les difficultés de l'enfant perdurent malgré l'intervention qu'il lui proposait. Donc retard, l'enjeu du repérage, c'est vraiment de déterminer en fait si on est sur un retard, un décalage et que les accompagnements vont entraîner la récupération ou si on est sur un trouble. Alors là, on parle même pas de trouble du neurodéveloppement, mais est-ce qu'il y a un défaut dans une compétence? Et en effet, après, on pourra aller peut-être plus tard préciser si on est sur quel type de TND on se situe et quel trouble en fait l'enfant présente. Donc là, c'est une autre façon de présenter les choses où on peut avancer. Enfin, l'idée, voilà, c'est visuellement, avec l'intervention précoce, ça va permettre, en fonction de la trajectoire développementale de l'enfant, d'identifier en fait si on est dans le champ du trouble ou du retard. Et c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui des PCO et du repérage précoce. Et puis face à les difficultés d'accès aux soins, ce que tu disais, c'est encore un enjeu encore plus prégnant. Euh, Hum, hum. Et donc ça, c'était une des questions, je crois que vous aviez de docteur Aimé, oui. posé, oui, tout à l'heure sur vers qui on oriente. Et donc là, je vous ai remis le tableau d'orientation de la Haute Autorité de Santé qui reprend en fonction des déficits, en tout cas des difficultés qui sont repérées chez l'enfant, vers quel type d'intervention on peut orienter. Sachant qu'en effet, en fonction des territoires, Mm. enfin, il y a des professionnels qui peuvent être un peu embouteillés. Mais en tout cas, dans les recommandations vers lorsqu'il y a des troubles visuels orthopsie, lorsqu'il y a des troubles de la communication, plus orthophonie, ORL. Et en effet, on va plus solliciter la PCO lorsqu'on va avoir différents domaines qui sont impactés. Ça va nécessiter une coordination, voire même l'intervention d'une structure de niveau 2 pour coordonner les soins, pour l'enfant. Et je crois que j'ai été hyper rapide, mais j'arrive à la fin du diaporama. Donc là, l'enjeu des PCO, c'est de pouvoir mobiliser, coordonner les structures spécialisées niveau 2, les professionnels libéraux pour faciliter l'accès au diagnostic, aux interventions précoces. On arrive effectivement à la fin, timing tenu. Est-ce que ça évoque des questions? Moi, j'ai bien entendu qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur la tranche 3-6, finalement, 3-6 ans. Euh, donc le prochain webinaire, il est prévu le 17 novembre, en soirée cette fois-ci. Ouais, 3-6, mais surtout même 6 plus, en Et fait. ben après, on fera 7-12. Voilà, C'est ce qui était prévu, c'est ça. effectivement. Effectivement, c'est Est-ce que prévu. j'ai répondu à votre question sur les documents à remplir, vers qui orienter? Alors j'étais assez vite sur la dernière diapo, mais est-ce que ça vous éclaire ou ça a été trop rapide et c'est encore flou? Non, non, c'était bien. Après, il faudrait que je les reprenne Non, en tous. fait, je vais vous faire un petit guide récap Ouais. de tout ça avec la liste des outils par tranche d'âge. Alors, je ne sais pas encore exactement comment je vais classer parce qu'il y a et les domaines et les âges. Donc, on verra ça ensemble. Je vous proposerai et puis les médecins, vous me direz ce qui Mm. correspond le mieux à vos besoins. Peut-être les Merci. deux d'ailleurs. Mais oui, oui, il y aura un récap de tous les outils. Même là, je pense qu'à la fin du webinaire, peut-être de la série des deux ou de celui-là, je vais voir. Je vous enverrai déjà des premiers outils pour que vous puissiez Mm. les avoir Mm. tout de suite. Merci, merci. Et c'est vrai que c'était une première pour la PCO, mais aussi pour la CPTS. Est-ce Mm. que vous avez des retours? Est-ce que ça répondait à vos attentes ou on n'était pas trop à côté de la plaque? Non, non, si, c'est bien. Non, ça. Ok. Effectivement, on sent les attentes sur Mm. 3, 6 et plus. Donc oui, oui, ça fait partie. Sur le 7-12, ça sera juste un petit peu décalé dans le temps. Ça sera plutôt début d'année prochaine, mais c'est bien dans les tablettes. J'ai vu qu'il y avait une intervention aussi à Mouilleron le captif dans pas trop longtemps. Ça vous parle? C'est vous aussi?
C'est une bonne Sur les question. TND. J'ai reçu une formation en soirée. Est-ce que c'est Esmeralda? Je sais pas si vous en Ouais, je je suis pensais pas sûre. Apédis ou Esmeralda, je me disais, oui. Parce que je sais qu'Esmeralda font une intervention, il faut venir quelqu'un du Québec qui est Ah déjà bon? venu d'ailleurs les années précédentes. Ariane Hébert. Je sais pas si c'est ça, hein. Je sais pas, j'arrive pas à le retrouver le mail que j'ai reçu forcément comme d'habitude, mais je vais le retrouver. Ok, merci. Je pensais que c'était aussi bon, enfin à voir. Ok, merci. Puis après, enfin, concernant la PCO, moi j'ai une mission vraiment dédiée sur la PCO pour venir en soutien aux professionnels de santé. Donc s'il y a le moindre besoin d'aller plus loin sur une présentation de la PCO, sur les signes d'alerte, faut pas hésiter, ou même sur les recommandations de bonnes pratiques, faut pas hésiter à nous solliciter. Si vous êtes, on peut intervenir sur la maison de santé, on peut intervenir enfin, aller plus loin. Faut vraiment, ça fait vraiment partie de nos missions. Ok, merci. Eh ben, merci à tous. Et puis on se retrouve lundi 17 novembre à 20h30 pour la suite. Merci. Bonne journée. Merci Merci, bonne beaucoup. journée. Bonne journée.